On va parler de ce cas clinique sur la cystocèle isolée ou en tout cas prédominante. On va le revoir chez une patiente de 70 ans et c'est Lucie Allègre qui va commencer par nous présenter le cas. Branwell Tibi, qui est urologue, défendra ensuite la voix haute, Sandrine Campagne la voix basse et je ferai une conclusion. À toi, Lucie. Nous ne t'entendons pas, Lucie. Pardon. Donc, c'est une patiente que j'ai vue en consultation qui a 71 ans. Dans ses antécédents, on note principalement une laparotomie médiane pour des kystes ovariens. Elle a accouché 6 fois par les voies naturelles avec un poids de naissance maximal à 3,9 kg et elle est venue à la consultation car elle est maintenant gênée par une boule vaginale extériorisée depuis 6 mois. Elle est surtout gênée le soir et après la marche et elle estime sa gêne à 10 sur 10. Sur le plan urinaire, elle présente des signes d'hyperactivité vésicale modérée avec de rares fuites par urgence. Elle a par contre pas de dysurie, pas d'incontinence urinaire d'effort et pas d'infection urinaire notée. Elle n'a pas de symptomatologie anorectale, pas de douleur et c'est une patiente qui n'est plus sexuellement active. Donc à l'examen clinique, on avait vraiment une cystocèle prédominante avec un point BA à +5, une hystéroptose très modérée puisqu'on avait un point C à -5 et un point BP à -2. Elle a essayé le PCR, mais ça n'a pas fonctionné. Elle en a expulsé plusieurs. Et quand je l'ai revue en consultation, elle était du coup demandeuse d'un traitement chirurgical. Elle a réalisé également un bilan urodynamique qui retrouvait une hyperactivité détrusorienne avec une vessie de petite capacité, un B3 à 227 et des fuites sur table. Une pression de clôture qui était à 24 cm d'eau et une débimétrie normale avec un Qmax à 28 ml/s sans résidus. Et à l'examen, la réduction de la cystocèle ne révélait pas d'incontinence masquée. On lui a également proposé de réaliser une IRM pelvienne dynamique pour s'assurer de l'absence de prolapsus utérin qui aurait pu être sous-estimé à l'examen clinique. Et cette IRM, du coup, ne retrouvait pas d'anomalie utéro-annexielle. Elle confirmait bien une cystocèle à 7 cm sous la ligne sous-sacro-coccygienne. Et au niveau utérin, on avait un aspect tapyroïde de la lèvre antérieure du col avec une hystéroptose, mais qui était seulement au niveau de la ligne sous-pubo-sacro-coccygienne. Une hystéroptose plutôt modérée, pas de péritonéocèle et pas de rectocèle. Donc, avec ces informations, qu'est-ce que vous proposeriez à une telle patiente ? Donc, merci pour vos votes. On voit que 40% proposent le choix à la patiente, 45% uniquement la promontofixation et 14% la chirurgie vaginale. On va maintenant donner la parole à Branwell Tibi qui va nous argumenter son choix vers la promontofixation. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité à parler sur ce sujet. Je voulais tout d'abord refaire un point sur le cas clinique. Donc, la première chose, bon, bien sûr, il y a les arguments cliniques. Elle a surtout une gêne fonctionnelle à 10 sur 10. Elle a une cystocèle importante. Il y a eu l'échec d'un PCR et la patiente a un souhait actif de traitement chirurgical. D'autre part, quand on regarde l'IRM pelvienne dynamique, effectivement, la cystocèle est confirmée, mais comme l'a bien dit Lucie Allègre, il y a effectivement aussi une hystéroptose qui est modérée. Je la trouve marquée sur l'IRM dynamique et on pourra en profiter pendant la promontofixation pour corriger effectivement cette hystéroptose.
Ensuite, d'autre part, ça nous permettra aussi de lui corriger son hyperactivité vésicale, ouais, il faut que tu puisque parles plus près du micro, on n'entend rien. Hein. là, vous m'entendez là? Moyen. Pourtant, je suis plus près de mon ordinateur, c'est difficile. Donc, j'en étais à l'hyperactivité vésicale. Pour l'hyperactivité vésicale, il y a quand même des papiers qui montrent qu'il y a 73,6% d'efficacité sur l'hyperactivité vésicale lorsque l'on réalise une promontofixation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Peut-on passer à... Alors, concernant les résultats chirurgicaux, ils sont très satisfaisants, puisqu'il y a des papiers qui montrent quand même qu'il y a 96% de correction anatomique, notamment sur l'étude de François Rosé, qui date déjà un petit peu, mais qui avait montré énormément de succès anatomique. Et en plus, à long terme, on a quand même 96% des patients qui sont satisfaites avec seulement 4% de récidive avec un suivi médian de 5 ans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Vous m'entendez? Oui, désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Mais... Ensuite, à long terme, qu'est-ce que donne la promontofixation? Alors là, il y a un papier quand même qui montre que sur 5 ans, on a seulement 8% de récidive d'étage antérieur, avec une évaluation du POPQ qui reste tout à fait satisfaisante, ce qui montre quand même que la promontofixation reste efficace à long terme. Diapo suivante. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que même avec des récidives, il y a seulement 8,6% de réopération à 6 ans après une promontofixation. Donc, c'est une intervention qui permet quand même que ça dure dans le temps. Après, on peut se poser, est-ce qu'il y a des complications? Quand on regarde cette méta-analyse, on peut voir quand même qu'il y a environ 16% de complications toutes confondues, notamment en termes de clavien d'indo. C'est seulement la majorité des complications, c'est des complications quand même de grade 1 ou 2, donc peu de complications. Diapo suivante. Alors maintenant, quand on compare la promontofixation avec la voix basse autologue, il y a une méta-analyse de 2015 qui a quand même démontré que le résultat anatomique était quand même en faveur de la promontofixation. Diapo suivante. On peut alors se dire en termes de complications, il n'y a pas de différence significative entre promontofixation et voix basse. La seule différence qu'on retrouve, c'est bien évidemment avec des problèmes d'exposition de prothèses, puisque dans la promontofixation, il y a des prothèses, et quand on fait la voix basse autologue, il n'y a pas de prothèse. Donc, c'est la seule complication qui retrouve des différences significatives entre les deux groupes. Diapo suivante. Alors, on peut se poser, y a-t-il un problème de prothèse, notamment en plus avec la nouvelle controverse, enfin nouvelle maintenant qui date de 2020, avec le décret de l'HAS concernant la pose de prothèse. Diapo suivante. Mais quand on regarde quand même la littérature, on peut voir quand même que sur les promontofixations, il y a quand même seulement que 1,2% d'érosion de prothèse, ce qui me paraît un taux quand même assez faible. Diapo suivante. En plus, ce que je peux dire maintenant sur la promontofixation, c'est que bon, c'est une technique qui marche, qui est sûre, et en plus, elle s'adapte parfaitement à l'ambulatoire, puisque donc, notre centre a proposé une étude qui a quand même montré 92% de succès et de satisfaction chez les patients qui ont été pris en ambulatoire. Diapo suivante. Donc, je pense qu'avec ces arguments, je peux dire que mon choix est fait et que moi, je m'oriente plutôt vers la promontofixation. Merci Branwell. On va voir maintenant ce que Sandrine Campagne proposerait à Clermont-Ferrand si cette patiente déménageait de Nice à Clermont-Ferrand.
Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est l'arrivée de Nice sur Clermont-Ferrand. Bon, nous, on est moins nombreux sur la région, mais on se poserait aussi des questions sur ce cas clinique. Alors moi, par contre, j'analyserai un peu plus finement le cas clinique et notamment sur l'âge de la patiente, qui effectivement elle est plutôt jeune, donc on serait plutôt porté à faire une voie cœlioscopique. Mais quand même, attention, on a cet antécédent de la barotomie pour des kystes ovaires. Il faut toujours se méfier du gynéco qui a fait une laparotomie pour des kystes ovaires, ça peut donner beaucoup d'adhérence. Alors c'est à discuter, c'est un petit peu pour chercher, mais également moi, ce qui m'a un peu tiqué sur ce cas clinique et je pense qu'il a un peu soulevé des questions, c'est le fait qu'elle ait une énorme cystocèle comme ça et finalement qu'on n'ait pas une hystéroptose aussi qui soit pas aussi qui soit si peu importante. Et c'est vrai qu'en fait, alors je m'étais dit soit parce qu'en fait la dame elle a omis quelques antécédents et par exemple pourquoi pas finalement des accouchements par césarienne plutôt que par voie basse, qui pourrait justifier d'une hystéropexie. Mais c'est quand même assez étonnant. Alors, je vais relever encore ça derrière, c'est-à-dire qu'en fait, si on a une cystocèle aussi importante avec aussi peu d'hystéroptose, est-ce que finalement, c'est pas parce que justement, elle a cette fameuse cystocèle médiane et latérale avec ce fameux paravaginal défect tant discuté, discutable. Et à ce moment-là, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit un peu plus précis dans l'analyse de ce cas et pourquoi pas, au lieu d'une IRM, une échographie dont tout le monde sait ici que j'adore l'échographie dynamique et qui peut-être nous aurait donné plus d'arguments sur l'étage moyen que la défécorème qui a été réalisée. En plus, on est bien d'accord que la dame, elle décrit un symptôme à type de boule vaginale, effectivement avec une hyperactivité, mais qui bien sûr est due à cette cystocèle extériorisée. J'ai bien aussi retenu qu'elle était non sexuellement active. Et puis, il y a quelque chose aussi que moi, en tant que gynécologue, que je vais rechercher, elle a quand même eu 6 enfants de poids tout à fait quand même assez important, 3,9 kg. Et là, on n'a pas trop soulevé le traumatisme obstétrical et souvent ce qui en découle, cette sensation de béance vulvovaginale avec des patientes qui décrivent des gaz, des faits vaginaux. Et vous l'aurez compris, tous ces arguments sont pour moi plutôt un argument pour la voie vaginale, avec l'idée qu'elle a effectivement une volumineuse cystocèle avec probablement paravaginal défect, et avec bien sûr cette idée que pour qu'elle ait une aussi importante cystocèle, probablement qu'elle a des troubles musculaires, bien sûr, et donc probablement une béance vaginale qui, bien sûr, ne sera pas corrigée par la promontofixation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors effectivement, si vous pouvez mettre le petit film, qui parte en même temps. Donc effectivement, je me fais un peu l'avocat du diable sur ce paravaginal defect. Mais effectivement, quand on analyse ces, patientes avec ces énormes cystocèles, il y a souvent en fait, une descente latérale de cette vessie avec, du coup une vessie qui est complètement, désinsérée de l'arc tendineux du fascia pelvien. Et j'ai pas dit que c'était forcément facile et que c'était tout à fait superposable, mais en tout cas, je pense que le fait qu'elle ait une cystocèle latérale et volumineuse est plutôt un argument pour une voie vaginale avec une correction et une attache de cette cystocèle. On sait en effet que la promontofixation est plutôt une correction de la cystocèle médiane d'accompagnement d'une hystéroptose. Et là, hélas, nous n'avons pas d'hystéroptose, on est plutôt sur une volumineuse cystocèle. Alors moi, j'aurais tendance à lui proposer une voie vaginale. L'avantage, c'est que je lui proposerai ce fameux plastron vaginal. Alors effectivement, il y a pour l'instant, je veux bien l'entendre, peu d'études, avec peu de recul. Et bien sûr, le traitement autologue, qui revient très à la mode, dans la voie vaginale, va bien sûr être amené à être, plus analysé avec des études, dans le long terme et du succès et de la satisfaction des patientes. Mais avec l'idée qu'avec cette idée de plastron, d'abord, on s'affranchit de tout élément prothétique et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça va peut-être être, également la problématique sur la promonto, on se verra tous au mois de septembre pour voir ce qu'il en est. Et avec l'avantage de cette cure de plastron, de cure de cystocèle par voie vaginale avec le plastron vaginal, c'est qu'on va du coup réinsérer on va les réinsérer ce plastron sur l'arc tendineux du fascia pelvien et ainsi lutter contre cette cystocèle latérale. Alors, vous voyez cette étude de 2001 qui était effectivement sur un
peu de patientes avec un recul qui était faible, mais qui du coup donnait quand même 93% de succès anatomique sur la cystocèle et avec du coup l'idée qu'on s'affranchit de tout élément prothétique. Alors je me suis dit quand même que finalement c'était une journée pour nous tous de se réunir, mais également pour nos juniors, et que donc du coup l'idée du plastron me semblait intéressante. Et donc du coup sur la diapositive derrière, je vous montre donc du coup cette vidéo de ce plastron. Bien sûr, pour faire ce plastron, il faut une volumineuse cystocèle, ce qui est le cas dans le cas clinique ici, avec bien sûr l'idée d'avoir un paravaginal défect pour aller pouvoir ouvrir nos fosses paravésicales et aller rattacher en fait le bord latéral sur l'arc tendineux du fascia pelvien. Chez cette patiente, dans l'exemple, on avait fait une hystérectomie, mais ça peut être tout à fait réalisé sans hystérectomie concomitante, avec justement une attache de l'utérus si tant est qu'on en ait besoin. Après, avec une hystéroptose à -5, je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Et donc, du coup, le plus difficile, c'est le dessin du plastron, car il faut que ce plastron soit suffisamment large pour atteindre l'arc tendineux du fascia pelvien sur les deux, à droite comme à gauche, mais pas trop large non plus, sous peine que vous n'arriverez pas à suturer votre vagin en avant. Donc, en fait, vous voyez qu'on a dessiné d'autres plastrons. On va progressivement faire la dissection de chaque côté, à droite comme à gauche, pour aller ouvrir nos fosses paravésicales. Voilà. L'ouverture se fait dans les deux côtés et on va aller donc ouvrir cette fosse paravésicale, disséquer au doigt, atteindre l'arc tendineux du fascia pelvien et mettre des attaches de chaque côté par des fils non résorbables. On utilise chez nous du fil monobrin. On fait souvent 3 attaches de chaque côté. Alors, on déséperdimise le plastron pour éviter le risque de mucocèle qui finalement est très peu décrit, puisqu'on est plutôt chez des patientes ménopausées, puisque notre patiente a 70 ans. On va aller chercher l'arc tendineux du fascia pelvien. Alors, on peut aller chercher cet arc tendineux soit par en fait des artifices avec des pinces de style Capio, Digitex ou iStitch. Vous voyez la simulation. Soit on peut très bien le faire au porte-aiguille simple. C'est un petit peu plus délicat à faire, un petit peu plus technique, mais c'est tout à fait faisable si vous n'avez pas d'aide, de pince d'aide pour aller chercher votre arc tendineux du fascia pelvien. Alors, on met souvent en fait 3 attaches de chaque côté, une très en avant sur le pulbocox, une attache au milieu de l'arc tendineux du fascia pelvien et une attache assez proche, à 1 cm à peu près de l'épine. On va ensuite attacher chaque attache sur le bord latéral du dessin du plastron, avec une attache antérieure, une attache postérieure, une attache à mi-distance. Et puis, une fois que ce plastron sera... Donc là, on a fait le côté droit. Donc là, on fait le côté gauche cette fois-ci. De la même manière, vous voyez que le côté gauche, on l'a montré ici avec un porte-aiguille classique de chirurgie classique et que ça ne pose pas de difficulté. Si vous n'avez pas de pince aidante d'attache sur ce ligament sacro-épineux. Une fois que ces 3 attaches sont mises, on va aller attacher donc notre plastron. Donc soit certains opérateurs vont faire les attaches de façon homolatérale, soit au contraire plutôt par étage, avec mise en place des 2 fils en avant, puis au niveau médian, puis en arrière. Et vous voyez qu'on a du coup la vessie qui va être donc qui est toujours attachée sur ce plastron vaginal. On n'a pas de dissection vaginale, on n'a pas de risque, de prothèse, d'éléments prothétiques qui migrent. Et on va aller remettre en place les faces latérales et ainsi lutter contre ce paravaginal defect. Une fois que le plastron est mis en place, on fait une simple suture du vagin. Une colpographie avec, nous on utilise beaucoup de fils monocryl, mais ça peut être discuté. Et ainsi, on obtient un résultat qui est tout à fait satisfaisant chez cette patiente qui est non sexuellement active avec une volumineuse cystocèle. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, moi, juste pour conclure et peut-être avant qu'on prenne une ou deux questions,
Effectivement, hein, l'âge n'est pas aujourd'hui à lui seul un argument en faveur de la voie d'abord, mais les comorbidités doivent quand même, à mon avis, inciter à proposer à cette patiente les différentes options, choix qui a été d'ailleurs fait par 40% d'entre vous sur le premier sondage. On n'a pas parlé du tout d'indice de masse corporelle chez cette patiente, hein, qui faisait peut-être 130 kilos. Et donc, on sait bien, nous, dans nos RCP, que ça peut avoir un rôle. Et il n'y a pas, bien sûr, pas que l'IMC, Sandrine en a parlé. Et ça, pour montrer l'intérêt quand même de présenter à cette patiente les différentes possibilités, c'est que dans les 2 essais randomisés récents qui comparent la promontofixation célioscopique à la chirurgie vaginale, l'essai Prosper français et un essai qui doit être un essai néerlandais et belge, on est entre 6 et 9% de conversion dans ces 2 essais de la célioscopie vers la chirurgie vaginale. Donc c'est sûr que si on ne propose que la célioscopie à cette patiente, on risque de se retrouver avec une intervention non faisable, hein, ce qui nous est déjà arrivé de rencontrer. Par ailleurs, si, Branwell, tu as montré les études qui montraient effectivement un bon résultat à long terme de la promontofixation, quand on regarde d'autres études, on a un très bon résultat, certes, sur l'APEX, mais il n'y a pas forcément de si bons résultats de la promontofixation sur la cystocèle. Et j'en veux pour preuve cette étude, ce même essai randomisé néerlandais sur 331 patientes avec 85% de recul, qui montre quand même qu'il y a 22% de récidive de cystocèle à 200 mois de l'étude. Certes, dans cette étude, la prothèse n'était pas toujours descendue sous la cystocèle comme on fait dans les promontofixations françaises. Ce n'est pas forcément comparable, mais on sait très bien que la cystocèle est quand même l'étage un petit peu de fragilité et de moindre efficacité de la promontofixation elle-même. Par ailleurs, vous avez l'habitude de la rappeler ce matin dans la session junior, si l'HAS a bien sûr validé la promontofixation comme traitement de référence, ce n'est pas dit dans l'HAS, mais du prolapsus, la promontofixation est surtout indiquée sur les prolapsus de l'APEX, et une cystocèle isolée, pour nous aussi, Sandrine, dans nos réunions, est quand même, sauf cas particulier, souvent une indication de chirurgie vaginale, en tout cas une situation dans laquelle on se pose la question de la réparation plutôt vaginale que de la promontofixation d'emblée. Voilà, pour finir, je pense que c'est important, comme beaucoup d'entre vous l'ont mentionné au départ dans le sondage, de présenter quand même honnêtement les 2 voies d'abord à ce type de patientes-là, qui ont des arguments en faveur de la chirurgie vaginale, mais aussi des arguments en faveur de la promontofixation et vice-versa, parce que c'est bien rappelé dans le dernier document de la HAS, la décision médicale partagée en matière de prolapsus est tout à fait importante. Donc pour terminer, je propose qu'on fasse un nouveau sondage pour savoir si cette discussion vous a permis éventuellement d'avancer dans la réflexion de ce type de dossiers qui sont à l'évidence argumentables dans un sens ou dans un autre. Si je puis me permettre, juste une petite remarque. On a effectivement sur la promontofixation, peut-être effectivement sur les cystocèles, on a peut-être 22% de récidive quand même avec un suivi médian sur cette étude néerlandaise à 82 mois, mais est-ce qu'on a les mêmes résultats avec une correction par voie vaginale autologue? Alors effectivement, hein, tu as raison. Pour l'instant, on est bien d'accord qu'on n'a plus de prothèse voie basse, donc effectivement, on repasse tous à l'autologue, mais il ne faut pas se leurrer, ça joue aussi. Mais là, moi, mon argumentaire, il est plus sur le type de la cystocèle. Quand il y a une hystéroptose associée, je me pose même plus. Enfin, effectivement, on n'a plus de prothèse voie basse, donc du coup, on va faire beaucoup plus de promonto. Complètement, mais après, voilà, non, mais c'est juste pour mettre en pour Ouais, je suis d'accord. Mais d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. L'argument pour la voie basse, c'est quand même qu'elle permet l'exérèse du tissu vaginal excédentaire. Donc, un plastron, c'est une bonne. La promonto va laisser. Il y a un excédent de vagin énorme et la promontofixation va complètement le laisser, cet excédent vaginal. Et honnêtement, les résultats sur l'étage antérieur de la promontofixation dans ce cas particulier, en général, ce n'est pas quand même mirobolant non plus. La voie vaginale, effectivement, on n'a plus de prothèse maintenant, mais permet, avec des techniques comme le plastron ou en faisant des colpectomies associées, de réduire quand même l'étoffe du vagin qui, là, franchement, est excédentaire. En tout cas, merci à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions avant qu'on passe à la suite du programme. Je ne sais pas, Xavier, si tu as eu des questions dans le chat. J'en ai répondu à quelques-unes, moi. Mais bon. Pour répondre à Jean-François Hermieux sur l'IRM dynamique, on ne fait pas des IRM dynamiques préopératoires à toutes nos patientes, mais dans ce cas-là particulier, ça a été effectivement pour confirmer
qu'on n'avait pas sous-évalué cliniquement l'hystéroptose, justement parce que ça va nous influencer sur le choix de la voie d'abord. Et on voit quand même un certain nombre de patientes comme ça qui ont d'authentiques cystocèles prédominantes, et c'était un peu l'objectif de ce cas clinique.